On va commencer cette dernière conf d'ORL. Donc je suis Romain Luscan, je suis ORL à Necker et on va commencer cette dernière conf qui est une conf du coup de TP. Et puis éventuellement on pourra revoir ensemble les points qui vous posent problème en ORL comme c'est la dernière session de conf. Alors je vais vous mettre en grand écran et on y va. Hop. Donc, je vous ai préparé des QI avec des iconos pour commencer. Et on commence avec cette iconographie-là. Et donc, regardez bien. Et la question que je vous pose, ça va être de légender chacun des éléments. Donc, qu'est-ce que c'est que le 1, selon vous? Donc, premièrement, de quoi il s'agit, à votre avis? Alors, scanner, IRM. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Scanner, parfait. De quelle localisation? Donc c'est un scanner des rochers. C'est un scanner des rochers et donc c'est une coupe axiale de scanner des rochers. Et donc ça va être un rocher droit puisque l'extérieur est là, d'accord? L'avant est là, l'arrière est là et la partie interne est là avec le cerveau qui va être ici, d'accord? Donc le cerveau, l'extérieur, l'intérieur, l'avant, l'arrière. OK? Sur cette coupe de scanner des rochers. Et donc la question que je vous pose, c'est 1, est-ce que c'est la cochlée? Est-ce que le 1 c'est la cochlée? 2, est-ce qu'il s'agit d'une fracture du rocher? Le 2, est-ce que ça c'est une fracture du rocher? Et question qui va avec, est-ce qu'elle est extra-labyrinthique ou pas? 3, présence d'air faisant témoigner une fracture du rocher translabyrinthique. 4, les osselets. 5, le conduit auditif externe. Je vous laisse répondre tranquillement et après on en discute. Donc est-ce que le 1 c'est la cochlée? Est-ce que le 2 c'est une fracture extra-labyrinthique du rocher? Est-ce que le 3 c'est de l'air qui fait témoigner d'une fracture du rocher? Est-ce que le 4 c'est les osselets? Est-ce que le 5 c'est le conduit auditif externe? Donc, le 1, il s'agit effectivement de la cochlée. D'accord, le 1, il s'agit de la cochlée. Donc vous voyez ces différents tours de spire. Donc ça, assez facile, la cochlée. La cochlée ici, vous voyez que quand on regarde donc au niveau de la cochlée, on voit d'ores et déjà une petite bulle d'air dans la cochlée. D'accord? Vous voyez que là c'est gris, donc c'est du liquide, et là on voit une petite bulle d'air. Et ça c'est quelque chose qui va être extrêmement utile pour nous, parce que si le 2, on ne sait pas si la fracture elle passe par le rocher ou pas, et bien là déjà on a vu qu'il y avait de l'air dans le rocher, de l'air dans la cochlée, donc la fracture elle passe par le labyrinthe, elle est translabyrinthique, puisqu'il y a de l'air dans le labyrinthe. Donc c'est d'ores et déjà, on le sait, une fracture du rocher translabyrinthique. Donc ici, vous avez la cochlée. Là, vous avez le vestibule avec d'abord l'utricule, la sacule. Et puis, on voit ici des coupes avec des petits ronds. C'est les canaux semi-circulaires qui sont ici en coupe. D'accord? Ça, c'est de l'air qui est dans les cellules mastoïdiennes. Hein, on a parlé dans le premier TP, enfin dans le premier cours pardon, de mastoïdite. Donc mastoïdite aiguë qui complique les otites moyennes aiguës, qui est liée au fait que qui est lié au fait que l'oreille moyenne et le rocher, donc et la mastoïde, pardon, l'os dans lequel est l'oreille moyenne, est complètement pneumatisé avec des petites bulles d'air. Et donc le pus va pouvoir diffuser tranquillement à ces différentes parties et donc faire une mastoïdite, une infection de la mastoïde. Donc le 3, c'est les bulles d'air qui sont classiques de la mastoïde. Le 4, c'est effectivement les osselets. On a une partie de l'oreille moyenne ici, la partie haute en fait de l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne, c'est ce qu'on a derrière le tympan. Et donc c'est l'articulation entre le marteau et l'enclume. Et le 5, c'est le conduit auditif interne. Conduit auditif interne. On a dit l'extérieur est là, l'intérieur est là. Et donc ça, c'est le conduit auditif interne dans lequel chemine le nerf 7 et le nerf 8.
Et donc, quand on a des neurinomes de l'acoustique, des schwannomes vestibulaires, on en a parlé au cours numéro 2, eh bien, c'est ici que ça se passe, au niveau du conduit auditif interne ou de l'angle pontocérébelleux qui est là. Donc, hop, 1 et 4. Alors, vous analysez la coupe, le scanner du massif facial d'un patient de 28 ans qui a une diplopie après un traumatisme facial. On regarde bien le scanner et après on en discutera tranquillement. Vous analysez le scanner du massif facial d'un patient de 28 ans présentant une diplopie après un traumatisme du massif facial. Je précise même qu'on peut dire que c'était d'une diplopie droite. Dans ce cas, la diplopie peut s'expliquer par une lésion du nerf 4, une lésion du globe oculaire, une hénophtalmie, une incarcération de la graisse orbitaire, une incarcération du muscle droit inférieur. Ok. Donc, parfait. Incarcération du droit inférieur. Excellent. Donc, on regarde cette coupe qui est une coupe, donc, une coupe coronale, pardon, une coupe coronale, un scanner en coupe coronale du massif facial. C'est une coupe non injectée, donc on a l'os en blanc, les parties graisseuses en gris clair, et puis les parties plutôt tissulaires, enfin en gris foncé, pardon, les parties tissulaires en gris clair. Donc on a ici la cloison nasale, le cornet inférieur, le cornet inférieur, le cornet moyen qui est là, et sous le cornet moyen se draine, on a parlé de sinusite au cours numéro 1, sous le cornet moyen on a ici ce qu'on appelle le méa moyen, qui va être la zone de drainage du sinus maxillaire, mais également du sinus ethmoïdal antérieur, et par le canal nasofrontal, qu'on ne voit pas ici, du sinus frontal qui est plus en avant que cette coupe. Donc cornet moyen, sous le cornet moyen, méa moyen, qui draine sinus maxillaire, ethmoïde antérieur, sinus frontal. Donc ce qu'on voit ici, c'est effectivement qu'on a une fracture du plancher de l'orbite, une fracture du plancher de l'orbite droit, avec une incarcération du muscle droit inférieur. Et donc on va avoir une diplopie dans le regard vertical, puisque le muscle ne va pas pouvoir s'élever, une incarcération du muscle droit inférieur. C'est une des urgences chirurgicales de la fracture du plancher de l'orbite. D'accord ? Alors, c'est très important, on en a parlé sur les 2 précédentes confs, qu'il faut faire attention à ce que vos réflexes à l'ECN ne viennent pas vous faire dire n'importe quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, donc c'était effectivement le 5, et c'est la raison pour laquelle je vous montre le scanner suivant. On sait tous effectivement que quand on a une fracture du plancher de l'orbite, on peut avoir une incarcération du droit inférieur et qu'on doit penser, on doit avoir peur d'une diplopie. Et donc, là, vous allez analyser ce scanner. Autre fracture du plancher de l'orbite, diplopie gauche, d'accord? Et on va le légender juste après. Et donc, tac, 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 non, on va le légender maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que le 1? Réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est que le 1? Alors, le 1. Le 1, c'est une cellule ethmoïdale, parfait. Le 2. Droit inférieur, excellent. Le 3. Sinus maxillaire. Le 4. Plus dur, on n'en a pas parlé juste avant. Le 4, qu'est-ce que c'est? La lame papyracée, excellent. Et le 5, le cornet inférieur. La lame papyracée, c'est vraiment important puisque c'est ce qui va séparer l'ethmoïde de l'orbite. Et donc quand on regarde sur ce scanner, on comprend bien, on comprend extrêmement bien que l'ethmoïde, quand on a une ethmoïdite et donc que le pus est bloqué, ne peut pas passer par là, eh bien on a un os qui est extrêmement fin ici, c'est l'os de la lame papyracée, c'est l'os de la lame papyracée, et donc le pus, sous pression, va pouvoir passer très facilement à travers la lame papyracée. C'est vraiment une zone de faiblesse, la lame papyracée. Et donc, dans les ethmoïdites aiguës, il faut absolument regarder ici, à la partie interne, comme on avait montré à la première conf, un abcès sous-périosté, dans le cadre, un abcès orbitaire sous-périosté qui complique l'ethmoïdite aiguë. C'est la complication extrêmement facile.
Et donc, je reviens sur ce que je vous disais. Quand on a une fracture du plancher de l'orbite, donc là, vous voyez une fracture du plancher de l'orbite gauche, et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut avoir une diplopie par incarcération du muscle droit inférieur dans cette fracture du plancher de l'orbite? Non, excellent. Donc là, il faut vraiment faire attention à l'ECN, à ce que vos réflexes ne vous fassent pas passer pour quelqu'un qui n'a pas compris. Dans les fractures du plancher de l'orbite, on a deux types de diplopie. Soit c'est des fractures juste en trappe, avec donc, comme celle-là, fracture en trappe, et donc un risque d'incarcération. Ici, vous n'avez aucun risque que le muscle s'incarcère. Et donc on a une diplopie par énophtalmie, par ptose de l'œil dans le sinus maxillaire. Donc, quelles affirmations sont vraies? On en a parlé. Un des sinus, bon bah ça on en a parlé. Quel diagnostic faites-vous en analysant cette coupe de scanner sur un croc, donc fracture du plancher de l'orbite gauche? Le patient présente une diplopie. Est-ce qu'on peut avoir, et c'était les mêmes types de questions, sauf que là, il ne fallait pas cocher le 4, le 5, pardon, l'incarcération du muscle droit inférieur, mais le 3, l'énophtalmie. D'accord? Et donc, c'est vraiment important. Présenter les deux l'une à côté de l'autre, c'est évident, mais faites attention à l'ECN, hein, vraiment à cette terminologie-là. Alors, vous prenez en charge maintenant sur ces iconos un patient qui a 16 ans, qui présente un trouble de l'articulé. Donc, trouble de l'articulé, ça veut dire que vos dents sont plus les unes en face des autres, suite à un accident, à une chute en trottinette, et vous avez prescrit l'examen suivant, qui est, pardon, un panoramique dentaire, qui est un panoramique dentaire. Alors, on regarde bien le panoramique dentaire, et après, je vous pose la question, quel diagnostic évoquez-vous? Fracture unifocale de mandibule, para-symphysaire.